Oui, alors peut-être je prends 2 secondes pour me présenter quand même, pour que les gens comprennent le lien, comment le lien s'est fait avec André Bellon. Donc moi je suis Jean-Pierre Crépin, j'ai 63 ans, je suis économiste, j'ai surtout travaillé dans ce qu'on appelle un peu pompeusement les métiers de la mutation consommateur-citoyen, les nouveaux usages ou les comportements de crise. Mon autre spécialité étant ce qu'on appelle les monnaies complémentaires. Bon, ça je ne vais pas m'attarder là-dessus, il y en a un paquet par le monde, la plus célèbre étant le Ouïr en Suisse, qui a permis d'éviter à la Suisse la première très grande dépression. Donc j'ai travaillé en indépendant, c'est-à-dire que j'ai toujours été salarié par moi-même en fin de compte. Et donc une bonne partie en France, et dans les années 2000, je suis parti en Chine, aussi pour vivre quelque chose à l'international. À l'époque, Eugene Tao, on n'était pas encore dans l'enfer du ranking social, des notes citoyennes, etc. Ça a encore beaucoup évolué depuis mon départ. Pour Canton Nuclear Power, donc c'était quand même managé par l'ancien numéro 2 du PC, donc j'ai vraiment eu les gros dirigeants chinois, ils ne se rigolent pas du tout, croyez-moi, en face de moi. Au bout de 2 ans et demi, je suis parti en Chine et j'ai atterri en Turquie, à Istanbul, où là j'ai découvert, pour bosser pour une BKB, qui est l'équivalent de l'AMF, l'autorité des marchés financiers là-bas. Et là j'ai découvert plusieurs choses. D'abord j'ai découvert la crise de 2008 qui allait arriver, puisque moi dès 2005 j'ai commencé à écrire sur la crise des subprimes, parce qu'on avait des contacts avec des gens comme Nouriel Roubini, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on appelle maintenant le Docteur Doom, qui fait partie des rares économistes aussi, avoir essayé de prévenir les gens là-dessus. Il était même allé à Davos, personne ne le croyait. Et des gens comme Danny Roderick aussi. Peut-être vous avez entendu parler du fameux trilemme de Roderick? Non? Alors, et donc en Turquie, j'ai découvert plusieurs choses. Donc déjà, j'ai été informé de la crise de 2008, en sachant que pour moi, la grosse différence que je fais avec d'autres gens dans le domaine de l'économie, c'est que pour moi, la crise de 2008, c'est la crise majeure parce que je considère que le capitalisme financier n'était pas, comme on l'entend souvent, l'ennemi du capitalisme normal, mais le capitalisme financier a été la planche de salut, la planche de survie du capitalisme qui n'arrivait plus à extraire la plus-value du travail de l'homme. Depuis les années 80, et André pourra le confirmer, puisqu'il a été au pouvoir pendant l'essentiel s'est fait sous les socialistes, la privatisation, la libéralisation des marchés financiers, etc. Le capitalisme dans l'hypermondialisation n'arrivait plus à extraire la plus-value du travail de l'homme, comme l'enseigne Marx par exemple. C'est la raison pour laquelle on a délocalisé vers les pays pourvoyeurs de main-d'œuvre pas chère. Et à partir de 2008, quand la crise est enfin... Alors moi j'avais commencé à écrire dessus donc dès 2005, j'avais continué toujours de Turquie à l'époque en 2007 sur mon blog Necronomie, qui a donné lieu à 3 livres, le plus connu étant celui qui est sorti il y a 12 ans qui s'appelle Crise et Mutation, parce que j'avais perçu, ça j'ai même plus besoin d'expliquer le titre, vous voyez la crise et la mutation, vous en entendez parler avec la transition énergétique, avec tout ça. Et donc tout ça m'a rendu un peu, on va dire, comme je publiais tout sur mon blog, populaire dans le milieu des gilets jaunes en fait. Donc beaucoup de gilets jaunes sont venus, les gilets jaunes constituants, donc qui étaient déjà sur une démarche constituante un peu, s'étaient aperçus du problème en premier. Et puis tous les autres groupes, et j'ai participé pendant 2 ans, j'étais à la présidence plurielle d'un contre-gouvernement qui s'appelait Le Gouv, dans lequel on avait essayé de réunir différentes personnalités, à l'image un peu de la sociologie des Gilets jaunes, donc des gens de droite, des gens de gauche, même des gens d'extrême droite et des gens d'extrême gauche, il y avait de tout. Ça allait de Jacques Nikonov à René Chiche à l'éducation, Nikonov on l'avait mis à l'emploi, Anis Lajnev, un ancien trader à la justice fiscale qui est sorti aussi, Édouard Rousson, un certain nombre de gens qui avaient quand même, pour bâtir le programme des programmes, parce que ce qu'on reprochait sans arrêt aux Gilets jaunes, c'est oui, vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de solution. Donc pendant 2 ans, on a œuvré à faire un programme
Ce programme a donné lieu à la candidature de Fabrice Rimal en fusion avec Solidarité Progrès, d'autres groupes, etc. Bilan de l'opération, 0 parrainage. Parce que, comme le dit André, les maires préfèrent donner leur parrainage à des gens qui n'en ont pas besoin pour ne pas être emmerdés. Donc ça a été ma dernière expérience dans la, on va dire, la démocratie représentative. Et suite à ça, un groupe de Gilets jaunes est venu me voir, m'a dit tiens, tu devrais rencontrer Bellon. Moi, je n'ai pas du tout dans la tête de créer l'idée d'une élection d'une assemblée constituante. Et donc, j'ai rejoint André dans cette aventure. L'autre point qui a été important pour moi quand j'ai vécu en Turquie, c'est que j'ai assisté au tout début de l'expérience de Rojava, donc des Syriens, ce qu'on appelle le municipalisme libertaire, qui est le modèle démocratique, la démocratie directe, mais au niveau d'une municipalité, qui est issu de la pensée de Murray Bookchin. Et c'est le modèle qu'a choisi Öcalan, le leader kurde, pour son peuple. Quand vous êtes en prison depuis 20 ans, que vous ne pouvez faire que lire et écrire, il a choisi pour son peuple, et c'est ce qu'il y a actuellement, la démocratie sous les bombes, à Rojava. Et on appelle ça aussi l'écologie sociale. D'autres vont parler de non-municipalisme, mais c'est exactement ça, recréer une citoyenneté, mais en partant du municipal. C'est-à-dire que moi je considère que pendant des années, on nous a vendu le local, du global au local, et le Covid nous l'a bien démontré, tout ce qui a été fait par la tête a foiré, et toutes les solutions ont été trouvées au local. Donc, je suis pour le municipalisme, donc que j'ai découvert, qui représente maintenant pour moi le projet politique le plus concret, donc pour reconstituer justement cette citoyenneté à partir du local et du municipal. Le trilemme de Rodrigue, dont je voulais vous parler, est quelque chose de fondamental parce que c'est une étude, donc apporte le nom de celui qui a trouvé ça, en l'occurrence un économiste turc qui enseigne à Yale, Dani Rodrigue. C'est le premier qui a mis en évidence dès 2014, donc il y a très longtemps, le fait qu'on appelle ça un trilemme, parce que dans l'hypermondialisation où nous ne sommes pas à l'époque Bretton Woods, il y a 3 choses qui ne sont pas compatibles ensemble. C'est mondialisation, démocratie et nation. Vous voyez, les 3 choses, il peut y en avoir que 2, mais les 3 ensemble, c'est pas possible. Et Dani Rodrigue, donc le premier, a dit voilà, dans l'hypermondialisation où nous sommes, donc cette étude, la Commission européenne la connaît. Klaus Schwab, dans son best-seller de Le Grand Reset, la cite aussi. C'est une étude qui n'est pas le trilemme de Rodrigue. Donc, il ne reste que 2 modèles, c'est ça qui est effrayant. Le modèle chinois, où il y a la mondialisation et la nation, avec le ranking social, les notes citoyennes, etc. Il n'y a plus d'argent. Aujourd'hui, en Chine, on paie par chaque peine. Il n'y a plus d'argent liquide. Et en fonction de tout, de vos comportements de citoyens, on vous fait des offres, ça fonctionne comme ça. Donc le modèle chinois que Thomas Friedman, un éditorialiste célèbre du New York Times, s'appelle la camisole dorée. Ah oui, c'est une camisole dorée, puisque bon, il y a la mondialisation, il y a la nation qui est encore là, mais il n'y a pas la démocratie. L'autre modèle étant le fédéralisme global, comme aux États-Unis, vous voyez, qui est un peu le modèle dans lequel fonctionne aujourd'hui l'Union européenne, mais sans l'aval des peuples. Vous voyez, ça, c'est les 2 modèles. Si on reste dans la mondialisation, et dans ce modèle qui est le fédéralisme global, ça veut dire qu'on aura la mondialisation et la démocratie, mais on perd la nation. Vous voyez, à terme, on perd la nation. Voilà. On le voit bien tous les jours, vous en apercevez, l'Europe des nations que nous vendent, par exemple, Le Pen ou Zemmour, c'est une utopie. L'Europe des nations, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, parce que d'un pays à un autre, on est d'accord sur rien. On a réussi péniblement à se mettre d'accord sur les masques pendant le Covid. Vous le voyez bien aujourd'hui sur l'énergie, on ne peut pas se mettre d'accord, etc. Puisque d'un pays à l'autre, on a des business models, en fin de compte, des façons de fonctionner complètement différentes. Donc, vous voyez un peu l'ampleur. Donc, soit on va à marche forcée vers le fédéralisme global, soit on se retrouve dans un modèle de ranking social à la chinoise. Voilà, donc la situation est quand même très très préoccupante.
Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rejoint un peu, nous est venue l'idée de ce livre qu'on a écrit pendant la période Covid, en fait, par correspondance, puisque bon, on était tous confinés, et en faisant part de nos conclusions. Donc, et il s'est trouvé qu'on était d'accord sur le principe de réinventer la citoyenneté à partir du local, du municipal, puisque bon, vous l'avez constaté, il y a plus de 50% maintenant des gens qui ne votent plus, et qui ne croient plus du tout dans les partis politiques. D'ailleurs, il est difficile aujourd'hui, dans les partis politiques, de trouver... Il s'agit d'administrer finalement quelque chose. Et on voit bien que ce ne sont plus eux qui décident. Au niveau de la Commission européenne, je peux vous dire que tous les jours, il y a des lois qui sortent, mais vous n'êtes même pas au courant. Et bon, de toute façon, il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté monétaire. Ça, c'est la base, hein, donc de toute façon. Là, maintenant, on est tous accros à la planche à billets, tous les pays. Hein. Donc, voilà, la BCE, John Maynard Keynes, l'économiste le plus célèbre de tous les temps, dans son livre La théorie générale, le livre le disait à l'époque, les gens ne se rendent pas compte, mais leurs vies ne sont que le fruit de scénarios d'économistes défunts. Eh bien aujourd'hui, c'est encore pire, nos vies ne sont plus que le scénario de banquiers centraux non élus. Voilà, taux d'intérêt, on ne maîtrise rien du tout. On est vraiment dans un... Et une des façons de sortir de tout ça, effectivement, la seule, et André a raison d'insister là-dessus, c'est la voie constituante, en fait, pour permettre au peuple de nouveau... c'est la seule voie pacifique, finalement, pacifiste, hein, qui nous reste, toutes les autres voies étant évidemment plus guerrières. Et n'ont pas peur des mots. Voilà ce que j'avais à dire en résumé. Mais c'est vrai que la situation est dramatique. Ce que nous allons vivre là, ce que nous allons trouver sous le capitalisme, ce n'est pas le socialisme, ce sont les décombres du capitalisme. Il va nous falloir tous apprendre à nous mouvoir dans les décombres, hein, du capitalisme. Et ça, c'est pour ça qu'on parle en ce moment, vous en entendez parler, du libéralisme autoritaire, qui est en fin de compte une version plus avancée de ce qu'on appelait autrefois l'ordolibéralisme. Et voilà. Maintenant, c'est le libéralisme autoritaire, puisque le capitalisme a muté aussi au XXIe siècle et ne reconnaît plus que deux ennemis, le fascisme et l'islamisme. Toutes les idéologies, les alternatives ont été mises au rebut. Voilà. Donc, fascisme, c'est le discours de Darmanin, à chaque fois c'est un truc, c'est l'islamiste, donc c'est fasciste, etc., etc. Donc la situation est effectivement très grave. Elle est d'autant plus grave que notre situation économique, évidemment, est catastrophique. Et moi, je pense sincèrement, pour avoir travaillé dans les pays en voie de développement, qu'on se dirige vers ce qu'on appelle dans les pays en voie de développement le dualisme productif, c'est-à-dire que où vous travaillez en haut dans des métiers valorisés par le capital, alors en France, ça sera la transition écologique, le digital et maintenant l'armement, hein, avec l'histoire de la guerre sans guerre, parce que moi j'appelle ça la guerre sans guerre, puisque c'est une guerre qui a été, voilà, qui permet aux élites de financer aussi une transition écologique qu'ils ne voulaient pas financer. Donc la guerre sans guerre sert aussi à ça. Puisque dès 2008, on parlait de la bulle verte à l'époque, ça faudra revenir dessus, parce qu'il fallait trouver un moyen de relancer le capitalisme qui allait tout simplement s'éteindre. Donc voilà, donc les décombres, on va vivre dans les décombres. Alors, le dualisme productif, c'est en haut des métiers qui sont valorisés par le capital, dans lequel, donc, si vous avez la chance de travailler dans des métiers que transition écologique, digital, armement, ça ira pour vous, hein, c'est des métiers où sont... Et en dessous, ce qu'on appelle les métiers ancestraux. Les métiers ancestraux, c'est ce qu'on vit actuellement. Alors, là, c'est pas comme en Inde, les trucs de porteurs, mais c'est serveur, infirmier, artisan, tout ça, ce sont des métiers qui ne sont plus valorisés par le capital. Donc, et si vous allez dans cette direction, vous serez crevard toute votre vie, locataire toute votre vie, et vous ne gagnerez jamais rien, quoi. Voilà, c'est... Autrefois, il y avait l'industrie qui permettait de faire un équilibre entre les deux, mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie, ils viennent de se rendre compte, d'où le fameux discours sur la réindustrialisation, mais cette réindustrialisation,
si vous réfléchissez bien, ça sera ce que Marx appelle la domination du travail mort, ça sera de l'automatisation et de la robotisation. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu, dans l'hypermondialisation, on est allé vers les pays pourvoyeurs de main-d'œuvre pas chère? Quelles sont les conditions économiques qui permettraient qu'on puisse ramener chez nous, alors qu'il y a un tel différentiel de coût du travail que ça ne peut être que de l'automatisation ou de la robotisation. Donc voilà un peu le panorama, la situation dans laquelle nous nous trouvons, et d'où l'urgence de recouvrir pour le peuple une souveraineté, tout simplement.